Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission en langue française sur TV+. Cette émission vous est proposée en partenariat avec l'Union des Français de Croatie et TV+. N'hésitez pas à nous rejoindre pour devenir membre de notre association de Français en Croatie. Tous les détails sur www.ufe-croatie.org. Et tout de suite au programme, dans votre émission, je vous propose tout d'abord une rencontre avec une expatriée française en Croatie. Ensuite, une rencontre avec monsieur le directeur du ministère des Affaires étrangères et européennes, monsieur Ferka Petešić, qui nous parlera de la campagne en vue du référendum de la Croatie à l'Europe. Et ensuite, notre partie culture et infopratique. Tout de suite, allons rencontrer madame Frédérique Guin, directrice financière et membre du comité directeur de la Splitska Banka. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée, madame Frédérique Guin, qui est directrice financière de la Société Générale et membre du comité de direction. Madame Guin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes depuis presque 3 ans en Croatie. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre travail ici et puis surtout qu'est-ce qui vous a motivé pour venir en Croatie? Je suis directrice financière de Splitska Banka, qui est la filiale du groupe Société Générale en Croatie. Alors, ce qui rend ma position intéressante, c'est que la charge d'un directeur financier, c'est d'assurer la bonne santé financière d'une banque. Alors, on doit rappeler qu'une banque doit être toujours dans le positif, même si c'est quelquefois décrié, puisque on est garant finalement des dépôts et des placements que nous confient les clients. Et donc, la santé financière d'une banque est primordiale. Donc ma proposition avec mes équipes est d'assurer cette santé financière dans un monde en crise. Donc je suis arrivée en 2009, ce qui a rendu le travail intéressant en Croatie. Alors qu'en Croatie en 2009, début 2009, il y avait une grosse crise de liquidité et que les taux d'intérêt sur la Kuna s'étaient envolés à plus de 40%. Alors ça, c'était un contexte inédit pour moi puisque en France, on travaille en euros depuis longtemps et qu'on n'a pas connu ce genre de phénomène depuis très très longtemps. En revanche, le côté intéressant de ma position est que la Croatie traverse également maintenant une crise économique. Et là, par contre, le groupe Société Générale, qui existe depuis la fin du 19e siècle, a traversé de nombreuses crises économiques. Donc l'apport entre mes connaissances, les méthodologies du groupe et puis ce que savent les Croates de leur marché, de leur spécificité, rend la position très enrichissante pour un expatrié. Donc ici, je le disais, ça fait presque 3 ans que vous êtes en Croatie, à Zagreb. En tant qu'expatrié, vous avez des côtés positifs, des côtés plus négatifs au niveau de votre vie ici en Croatie ? Alors je vous rassure, les côtés positifs l'emportent sur les côtés négatifs. Alors on va commencer par les côtés positifs. Par rapport à la France et pour un Français, la Croatie a un intérêt énorme qui est son patrimoine naturel, donc des parcs nationaux, des îles comme Korčula, comme Vis, mais aussi son patrimoine culturel et historique, donc des villes comme Dubrovnik, comme Split. Et puis le Français qui aime bien les vieilles pierres, comme on dit en France, est ravi finalement par ce pays au premier abord et tout de suite est conquis. Le deuxième point positif pour un Français, c'est bien sûr la nourriture. On aime bien la bonne cuisine en France, on aime bien les bons vins. Et de ce côté-là, en Croatie, on est gâté. La Croatie n'a vraiment pas à rougir de tout son patrimoine. Et tous les jours et tous les week-ends, il y a énormément de produits, de poissons à découvrir, de viande qui font le ravissement d'un Français en Croatie. Alors tout est positif, il n'y a pas de point négatif, c'est formidable. Alors le point négatif, je dirais, va probablement se gommer dans le temps, c'est le côté administratif de la Croatie. Alors les Croates en rient eux-mêmes, mais c'est vrai que pour un Français, déclarer son adresse à la police, recevoir des recommandés pour des simples actes administratifs normaux, c'est quelque chose de
finalement pas très rassurant. L'administration devrait rassurer, mais finalement on se trouve dans un contexte assez stressant parce que omniprésent. Et le côté administratif dans les affaires aussi rend les projets qu'on réalise beaucoup plus difficiles à comprendre. On n'est jamais trop sûr de bien interpréter un décret, une loi. D'ailleurs, les Croates eux-mêmes sont jamais très sûrs de l'interprétation qu'il faut donner. Ce qui fait que quand on commence un projet dans le business, on n'est jamais trop sûr du calendrier et de tenir les délais. Et pour effectivement un Européen ou un Français, c'est plutôt stressant. Et dans le domaine du travail, donc je pense que vous avez pu comparer une façon de travailler en France, une façon de travailler en Croatie. Culturellement, quelles sont les différences les plus importantes que vous trouvez dans votre métier? Alors, je vais insister sur finalement des caractères très différents mais qui se complètent. Et c'est intéressant de travailler entre Français et Croates. Alors pourquoi ? Les Français, ce qu'on aime bien, c'est quand on va prendre une décision, avoir un consensus, avoir consulté tout le monde, avoir pesé le pour, le contre, les avantages, les désavantages et tous les scénarios possibles. Ce qui fait que la prise de décision est relativement longue et on adore la planification. Donc on va planifier à très long terme. Ensuite, on reviendra sur les plans parce qu'il faudra ajuster à la réalité. Inversement, les Croates ont une capacité de réaction et de mobilisation à l'instant donné énorme. Et ils vont d'un seul coup se mobiliser pour résoudre un problème en urgence, mais très naturellement. Et on aura une cohésion d'équipe instantanée quasiment. Alors, la planification alliée à une action très rapide, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à cultiver dans le management. Le tout est que les Français réfléchissent pas trop longtemps pour prendre une décision et que les Croates n'agissent pas trop vite dans l'urgence. D'accord. Et là, si vous aviez, par exemple, là, un message à dire à un Français qui va partir, qui va s'expatrier en Croatie dans les prochains mois, quels seraient les 3 conseils que vous lui donneriez? Alors, il y a quelque chose qui va bien parler aux Français. Les Français, dans leur quotidien des affaires, vont faire des déjeuners longs et des déjeuners d'affaires où ils vont négocier et vont signer des contrats. Les contrats se signent à table en France et les déjeuners sont longs. Alors, pour les Croates, la pause déjeuner, c'est vraiment un épiphénomène. Et donc, pour un Français, il faut réduire les pauses déjeuner. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Croates, eux, vont cultiver les relations et les négociations et signer les contrats au café. Et donc là, on va aller boire des cafés et on va aller entretenir finalement son carnet d'adresses au café et ses relations au café et ça va être un moment convivial. Donc, pour un Français en Croatie, il faut réduire les pauses déjeuner et allonger les présences au café. Les présences café. La Croatie va rentrer dans l'Europe très prochainement. Selon votre expérience, qu'est-ce que vous pensez que ça va améliorer dans la vie quotidienne des Croates? Alors, l'Europe veut d'abord dire liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. Donc pour les Croates, il va y avoir une traduction quasi instantanée qui va être que les barrières douanières vont diminuer et qu'ils vont avoir accès pour moins cher finalement un certain nombre de produits aujourd'hui qu'ils importent d'Europe. Donc au quotidien, ils vont bénéficier finalement de l'accès à ce marché beaucoup plus large. Le point intéressant aussi pour les banques croates, c'est qu'aujourd'hui on parle bien des notations des pays et qu'un pays qui n'est pas dans l'Europe est pénalisé entre guillemets dans son accès aux ressources et aux capitaux. Et finalement le coût du risque pays qui est impacté sur le coût des ressources dont a besoin une banque est relativement élevé aujourd'hui. Avec l'entrée dans l'Europe, on voit bien que les taux d'emprunt des banques vont diminuer grâce à l'accès à ce marché plus large. Donc on voit aussi que les taux d'emprunt pour un prêt immobilier par exemple en France aujourd'hui est en moyenne à 4,5 alors qu'en Croatie il est probablement au-dessus de 6%. Donc on voit bien que le coût du risque pays est pas le même si on est dans l'Europe ou pas dans l'Europe. Donc ces 2 points-là vont probablement bénéficier aux Croates. En revanche, si je peux me permettre, il y a une condition qui est cruciale de souligner, c'est que les entreprises croates vont se trouver en concurrence directe avec énormément de pays et énormément d'entreprises. Et là, tout l'art va être, dans la période d'adaptation, d'investir suffisamment
dans la qualité des produits, dans la spécificité croate et de faire finalement des produits et des savoir-faire croates une exception pour s'armer contre une concurrence qui est celle du monde et celle de l'Europe. Donc en fait, beaucoup plus de points positifs si je vous écoute que de points négatifs. Oui, certainement. Et donc ça va nous amener à notre transition. Je vous remercie Madame Guin de votre disponibilité, de votre temps. Et notre prochaine invité, ce sera le directeur général du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration européenne, Monsieur Zvonimir Frka-Petešić, qui nous parlera du processus d'adhésion à l'Union européenne et spécifiquement du référendum que la Croatie va organiser dans les prochains mois. C'est tout de suite, juste après le jingle. Et dans notre rubrique La Croatie et l'Europe, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Zvonimir Frka-Petešić, qui est directeur au ministère des Affaires étrangères et à l'intégration européenne. Alors Monsieur Frka-Petešić, je vous remercie déjà de votre disponibilité. C'est moi. Alors, vous êtes tout nouveau ici, dans cette position, vous avez une carrière internationale. Pouvez-vous nous préciser quel est votre passé et quel est votre rôle aujourd'hui au ministère ? Alors après des études à Paris, j'ai rejoint le ministère des Affaires étrangères. Et puis après un passage à l'ambassade de Croatie à Paris, où j'étais en charge de diverses questions, j'ai rejoint la mission de la Croatie auprès de l'Union européenne à Bruxelles au début des négociations d'adhésion, où j'étais en charge de la diplomatie publique, puis porte-parole de la mission de la Croatie à Bruxelles. Et donc je suis depuis peu de nouveau au ministère des Affaires étrangères à Zagreb, chargé d'une part d'une direction qui est chargée à la fois de l'information et de la formation sur l'Union européenne. Et donc votre mission aujourd'hui est plutôt basée sur la présentation du référendum qui va être proposé aux Croates dans les prochains mois. Pouvez-vous nous préciser un petit peu quelles sont les échéances, le calendrier par rapport à toutes ces étapes, par rapport à l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne ? Alors oui, tout à fait. Donc comme vous le savez, la Croatie a entamé ses négociations d'adhésion en 2005. Ces négociations se sont achevées en juin dernier. Et maintenant, les étapes qui restent à accomplir avant l'adhésion formelle, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 2013, sont d'une part la signature du traité d'adhésion entre la Croatie et les 27 pays membres de l'Union européenne. Cette signature est prévue pour probablement le mois de décembre. Après cette signature, les Croates seront appelés à se prononcer par référendum pour confirmer leur souhait de vouloir adhérer à l'Union européenne et de devenir et que la Croatie devienne le 28e pays membre de l'UE en 2013. Après ce référendum, les 27 parlements nationaux, donc des 27 pays membres, devront à leur tour ratifier ce traité d'adhésion. Et une fois ratifié, donc c'est un processus qui prend un certain temps, un peu plus d'un an environ, la Croatie devrait devenir le 28e État membre au 1er juillet 2013. Alors actuellement, comment réagit l'opinion publique par rapport à l'entrée dans l'Union ? On sent un petit peu de frilosité. Est-ce que c'est par rapport à, je dirais, la crise qu'on connaît en Europe, la crise de l'euro, la crise des institutions ? Est-ce que c'est par rapport à la crise internationale ? Quel est l'état de l'opinion publique croate et quel est, je dirais, le travail que vous faites par rapport à cela ? Alors, le travail qui m'incombe, c'est d'organiser et de piloter la campagne d'information du public croate sur l'Union européenne en préparation justement de ce référendum. Alors vous parlez de frilosité, je dirais plutôt que les Croates sont euro-réalistes, mais c'est vrai, vous avez absolument raison de le souligner, le contexte dans lequel les négociations d'adhésion de la Croatie ont été menées au cours des 6 dernières années, le contexte a été relativement difficile. Puisque c'est vrai, il y a eu 5 crises successives qui ont eu lieu au cours de ces 6 dernières années. Donc on peut difficilement trouver un contexte plus défavorable pour mener des négociations d'adhésion. Tout d'abord en 2005, comme vous le savez, suite au non français et néerlandais, il y a eu la crise institutionnelle en Europe.
en préparation du nouveau traité de Lisbonne. Puis il y a eu la crise financière en 2007, la crise économique en 2008, la crise de l'euro qui a commencé en 2010 et maintenant la crise Schengen en 2011. Donc c'est vrai que le contexte est assez compliqué pour mener des négociations d'adhésion et pour entrouvrir la porte des 27 à un 28e État membre dans un contexte, disons, où l'Union européenne se pose des questions sur ses propres valeurs. Mais le fait que la Croatie ait, en dépit de tout cela, conclu ces négociations d'adhésion donc en juin dernier, montre la qualité de la préparation de la Croatie et en dépit aussi du fait que les critères d'adhésion ont été renforcés, ont été rendus plus difficiles avec davantage de chapitres, avec des conditions à l'ouverture de chaque chapitre, des critères de contrôle à la clôture de chaque chapitre. Il ne suffit plus aujourd'hui uniquement d'harmoniser sa législation nationale avec la législation européenne. Il faut en plus, et c'est nouveau, l'appliquer et donner des gages de la bonne application de la législation européenne. Donc tout ce processus est plus exigeant, plus long, mais in fine, je crois que le revers de la médaille, c'est que les Croates seront peut-être mieux préparés que les derniers États membres qui ont rejoint l'Union européenne. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas de frilosité du côté croate, il y a un certain réalisme. Les Croates ne croient pas que l'Union européenne est la panacée qui résoudra tous leurs problèmes. Ils la considèrent de façon très réaliste, mais en même temps, c'est vrai, c'est un jeune État souverain depuis 20 ans et la question se pose pour une certaine frange de la population. Est-ce que rejoindre l'Union européenne, c'est renoncer à la souveraineté chèrement acquise il y a à peine 20 ans? Donc c'est aussi mon rôle de montrer que au contraire, l'adhésion à l'Union européenne n'est pas renoncer à la souveraineté. La France n'est pas moins France en étant membre de l'Union européenne et je pense que la Croatie demain ne sera pas moins croate. Il y a une partie de la souveraineté qui est reportée sur les institutions européennes où nous aurons nos représentants, mais d'autre part, pour la première fois, certaines décisions au niveau européen ne pourront plus se prendre sans la voix de la Croatie, comme c'est le cas pour la voix des autres États membres. Donc, de facto, il y a aussi un élargissement de la souveraineté croate, puisque la voix de la Croatie désormais comptera en Europe. Donc c'est là-dessus qu'on essaye également de communiquer à ceux qui ont des craintes sur une atteinte à la souveraineté nationale. Donc une atteinte à la souveraineté nationale, ça vous venez de le dire. Un certain nombre de questions se posent les Croates par rapport à l'entrée dans l'Europe. Et donc vous avez mis en route une campagne de communication. Plus de 60 spots publicités ont été diffusés au mois de juillet sur les écrans de télé croates pour justement répondre aux différentes questions que se posent les Croates. Tout de suite, je vous propose de voir deux de ces spots. Un qui concerne le croate, la langue qui devient aussi une langue officielle de l'Europe, et le deuxième qui concerne l'euroscepticisme, Et on se retrouve juste après pour en parler. Moj ćaća kaže kad uđemo u Evropsku uniju da više nećemo imati hrvatski. Ajmo djeco, zna li netko odgovoriti Šimi? Hrvatski jezik pod vlastitim imenom našim će ulaskom postati jedan od 24 službena jezika Europske unije. Biće ravnopravan s ostalim jezicima i moći će se čuti u svim institucijama Europske unije. Naši građani moći će svoja pitanja postavljati na hrvatskom jeziku, na kojem će biti dostupni i svi briselski dokumenti. Jesi ja Šime, uvaci se ti knjige i dalje ćemo ima hrvatski. Tu pripadamo. Pitali ste o Europskoj uniji. Kako to? Mi ulazimo u EU, a sve više euroskeptika u Europi. Premda na to imaju pravo, još nijedna zemlja nije zatražila izlazak iz EU. To riječito govori da je puno više onih koji imaju pozitivan stav o EU i koji vide veliku korist od članstva u zajednici najrazvijenijih zemalja svijeta.
U posljednjem desetljeću standard stanovnika novih članica značajno je porastao. Primjerice u Slovačkoj za 55%, u Estoniji za 60%, a u susjednoj Sloveniji za 33%. Gospodarski rast, gotovo 3 milijuna novih radnih mjesta i višestruko povećanje prihoda poljoprivrednika u novim članicama svakako nisu razlozi za euroskepticizam. Tu pripadamo. Voilà, et donc suite à cette campagne qui a été diffusée au mois de juillet, les sondages donnent à peu près 60% de vote pour le référendum, pour l'adhésion à l'Europe. Donc, monsieur le directeur, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette thématique, je dirais, de la langue est aussi importante comme question qu'ont soulevé, je dirais, les citoyens croates quand ils s'interrogent par rapport à l'entrée dans l'Union européenne? Alors, tout d'abord, peut-être rappeler que sur les 50 spots que nous avons diffusés dans cette première phase de la campagne, nous nous sommes basés sur environ 250 000 questions qui ont été posées au cours des 4 ans et demi passés à notre centrale téléphonique gratuite sur l'Union européenne. Et au lieu de choisir des sujets qui nous, spécialistes de l'Union européenne, nous paraissaient les plus pertinents, nous avons décidé d'être assez humbles et de répondre à la demande, c'est-à-dire de faire des spots qui répondent aux questions les plus fréquemment posées par le public croate. Et une de ces questions est précisément celle de la langue, puisque vous avez raison de le souligner, la langue a toujours été une question assez sensible en Croatie, puisque pendant l'époque yougoslave, du fait de la proximité assez importante entre le serbe d'une part et le croate d'autre part, qui sont des langues slaves proches mais qui ont chacune leur propre alphabet, latin pour le croate, cyrillique pour le serbe, il y avait une tentative du Parti communiste yougoslave de créer une langue hybride, de fondre ces deux langues et de gommer les différences. Et le serbe devant s'appeler serbo-croate, le croate devant s'appeler croato-serbe. Même si les Serbes ont continué à parler le serbe et les Croates le croate. Et aujourd'hui, la langue officielle de la Croatie est le croate et la langue officielle de la Serbie est le serbe. Donc cette question a été assez sensible dans la mesure où, sur le plan international, souvent on entend parler de serbo-croate, qui n'a pas de réalité physique en Croatie, et l'opinion voulait savoir quel serait le nom sous lequel le croate serait reconnu 24e langue officielle de l'Union européenne. Et évidemment, notre langue sera reconnue sous son nom comme croate, et nous avons donc fait un spot avec une pointe d'humour où un écolier pose à son camarade en chuchotant il paraît que nous n'aurons plus croate lorsque nous rejoindrons l'Union européenne, presque en étant heureux d'avoir une matière en moins. Et puis finalement une voix off explique qu'il ne sera pas ainsi, et retour en classe, et son camarade lui dit écoute, continue à garder tes livres, on aura toujours croate, et la classe s'exclave. Donc voilà, c'est un peu traiter le sujet avec une pointe d'humour. Traiter le sujet avec humour, l'euroscepticisme a été aussi un des thèmes que vous avez abordé, on vient de voir le spot. Oui, alors l'euroscepticisme, on a parlé des crises successives qui a traversé l'Europe, donc on entend certaines voix en Croatie dire est-ce que c'est le moment de rejoindre l'Europe au moment où les Européens eux-mêmes doutent, on voit la crise en Irlande, en Grèce, etc. Donc il nous a semblé important de rappeler certains fondamentaux, certaines données, comme le fait que chaque pays membre a le droit de quitter l'Union européenne, mais personne jusqu'à présent n'a fait appel à ce droit, en dépit de toutes les difficultés que traverse l'Europe. D'autre part, on a rappelé des données très concrètes sur la hausse du niveau de vie dans les nouveaux pays membres comme l'Estonie 60%, la Slovaquie 55% ou la Slovénie 33% pour la dernière décennie. Le fait que dans les nouveaux pays membres, il y a eu 3 millions d'emplois qui ont été créés, que le revenu des agriculteurs a été augmenté. Donc toutes sortes de raisons qui n'alimentent pas l'euroscepticisme. On le voit notamment en Pologne, puisque on se souvient qu'avant l'adhésion, les agriculteurs polonais étaient assez sceptiques, et aujourd'hui ils sont très europhiles. Donc on essaye de mettre en avant certaines données, certains faits, plutôt que des arguments théoriques.
Monsieur le directeur, je vous remercie beaucoup de votre temps, de votre disponibilité pour être venu présenter à nos téléspectateurs de TV+, toute cette campagne de communication. Et pour nous, on se retrouve tout de suite, juste après le jingle, pour notre partie culture et information pratique. À tout de suite. Et comme tous les mois, je vous présenterai donc une petite partie culture. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques livres pour les Français qui arrivent en Croatie ou qui sont là depuis quelque temps et qui veulent un petit peu mieux comprendre l'histoire de ce pays et de cette région. Alors ce sont des livres en français, écrits par des Français. Le premier, c'est Comprendre les Balkans de Jean-Arnaud Derens et Laurent Gélin. L'histoire des Balkans de Georges Castellan, qui est un classique et qui présente l'histoire de la région sur les différents siècles. Plus particulièrement sur la Croatie et la Serbie, les deux livres de Florence Hartmann, Milosevic, La diagonale du fou. Nous recevrons d'ailleurs Florence Hartmann prochainement dans notre émission. Et le dernier livre de Florence Hartmann, Mir i Kazna, qui est en croate mais aussi qui est en français, Paix et châtiment. Donc Florence Hartmann nous présentera ce livre dans notre prochaine émission. Concernant les informations pratiques, à noter deux choses. Les élections, d'ailleurs, pour les Français de l'étranger, c'est assez nouveau, puisqu'en fait, désormais, les Français de l'étranger pourront voter pour élire dans le monde 11 députés. Les élections se tiendront juste après l'élection présidentielle, et la Croatie fait partie de la 7e circonscription, qui compte une douzaine de pays, avec entre autres l'Allemagne et la Pologne. Donc vérifiez bien si vous êtes inscrit sur les listes électorales en vous rendant au consulat à Zagreb. Au niveau de la Croatie, des élections auront lieu début décembre, les élections législatives pour renouveler le Parlement et le gouvernement. Et dans la foulée, comme nous le disait monsieur le directeur du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration européenne, début d'année, les Croates voteront sur le référendum pour l'adhésion à l'Union européenne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un mois. En attendant, bonne semaine à tous, à bientôt.